Vous savez, ça n'avait pas l'air compliqué. Et Paul était tellement naturel et détendu, il a pris du plaisir. Et on a bouclé ça très rapidement. Quand MC Jagger est monté sur la scène des Oscars en 2025, quelque chose clochait. À 82 ans, il ne devrait pas bouger comme ça. Il ne devrait pas avoir cette allure. Et pourtant, il était là, faisant paraître les jeunes stars épuisées. En coulisses, la vérité est encore plus surprenante. Il n'a pas manqué un seul jogging matinal depuis 1978. Son tour de taille de 71 cm est le même qu'en 1969. Il vient d'enregistrer 13 nouvelles chansons et peut encore atteindre des notes qui terrassent des chanteurs 2 fois plus jeunes. L'homme qui devrait être à la retraite bat des records. C'est troublant. Mick Jagger est né le 26 juillet 1943 dans une petite ville tranquille appelée Dartford. Son père était professeur d'éducation physique, du genre à privilégier la routine et la discipline. Sa mère était coiffeuse et faisait du porte-à-porte pour le parti politique local. Sur le papier, c'était la vie de classe moyenne idéale. Mais Mick n'était pas fait pour ce genre d'existence. Même enfant, les vêtements étaient difficiles à trouver pendant la guerre. Alors sa mère lui confectionnait des chemises aux couleurs vives, et ces couleurs lui permettaient de se démarquer dans un monde majoritairement gris. À 8 ans, il gagnait déjà sa vie en chantant au mariage. Il touchait 10 shillings à chaque fois, soit environ 22 $ aujourd'hui. Le son des applaudissements l'a profondément marqué. Tandis que la plupart des garçons jouaient au ballon dehors, Mick s'entraînait devant un miroir, essayant des pas de danse audacieux. Il se préparait à quelque chose, même s'il ignorait encore quoi. En 1950, à 7 ans, il fit la connaissance d'un autre garçon nommé Keith Richards. Ils ont joué aux billes et sont devenus amis pendant un certain temps, puis l'école les a séparés. Il l'ignorait alors, mais cette brève amitié allait bouleverser la musique à jamais. Même dans son jardin, Mick ne respectait pas les règles. Son père plantait des rangées de choux bien alignés. Mick en déterra quelques-uns et les remplaça par de grosses citrouilles américaines oranges, simplement parce qu'il les avait vues dans des bandes dessinées. Son père était furieux, mais les enfants du quartier adoraient. Ce petit acte de rébellion en disait long. Bien avant les guitares et les foules en délire. MC Jagger n'avait aucune envie de rester dans les clous. Un matin pluvieux d'octobre 1961, Mick, âgé de 17 ans, se tenait sur le quai 2 de la gare de Dartford, tenant une pile de disques de Chuck Berry et de Muddy Waters. C'est alors que Keith passa, remarqua les disques et ne put s'empêcher de demander à Mick où il les avait trouvés. Ils discutèrent pendant une quarantaine de minutes, juste assez longtemps pour allumer une étincelle qui allait déclencher une explosion. Un historien local a un jour déclaré que les chances qu'ils se rencontrent, mais ils l'ont fait. 6 semaines plus tard, ils se faufilaient dans les clubs de jazz de Soho. Derrière leurs mouvements endiablés et la musique assourdissante, Mick cachait une intelligence insoupçonnée. À la Dartford Grammar School, il n'était pas seulement intelligent, il était brillant. Il a remporté des prix, notamment pour une dissertation détaillée sur la crise de Suez, utilisée comme exemple par ses professeurs. Il a obtenu d'excellentes notes en histoire, en anglais et en économie, ce qui le plaçait parmi les 2% meilleurs élèves du pays. Il a décroché une bourse pour la London School of Economics, où il a étudié des matières comme le gouvernement britannique et l'histoire économique. Son professeur se souvenait de lui arrivant avec des disques de blues au lieu de manuels scolaires, posant des questions sur des formules économiques, puis partant plus tôt pour répéter. En 1962, ses notes ont chuté à des moyennes. Puis les Rolling Stones ont eu l'opportunité de signer un véritable contrat d'enregistrement et l'école est passée au second plan. Il a abandonné ses études. Son père ne lui a pas adressé la parole pendant 3 mois, mais Mick avait appris quelque chose d'utile à LSC. Les rouages de l'argent. Le groupe ne se contentait pas de jouer avec énergie, il négociait avec acharnement. Ils furent parmi les premiers à exiger un pourcentage des recettes de billetterie plutôt qu'un paiement fixe. Ce coup leur a rapporté des millions. Bien avant la célébrité, Mick était tombé amoureux du blues américain. Alors que les radios britanniques diffusaient des chansons pop sans saveur, Mick passait ses nuits à écouter Radio Luxembourg, s'imprégnant des sonorités brutes de Howlin' Wolf et Sister Rosetta Tharpe. Il répertoriait tous les disques qu'il trouvait, allant jusqu'à dépenser la moitié de son salaire d'aide-boucher pour acheter des disques importés. Les voisins n'étaient pas contents. Ils se plaignaient du bruit et le qualifiaient de musique de jungle. Un soir, la mère de Mick le trouva torse nu, ruisselant de sueur, en train de danser sur Shake, Rattle and Roll. Plus tard, elle confia à quelqu'un qu'elle pensait qu'il était possédé. Mais Mick ne faisait pas que l'imiter. Il étudiait.
Il savait qui avait écrit chaque chanson, quel label l'avait sortie et comment elle s'était classée dans les charts américains. Il n'aimait pas seulement la musique, il la vivait. Et quand les Stones ont commencé à jouer à la télévision, il a transformé cette obsession en quelque chose de choquant, d'inoubliable. En Australie, les caméras ont un jour interrompu un concert car ses mouvements étaient trop brusques pour les capteurs. Mais les jeunes fans savaient que ce qu'ils voyaient était bien réel. Fin 1962, Mick, Keith et Brian Jones emménagèrent dans une minuscule chambre à Chelsea. Ils payaient 5 $ par semaine pour un appartement sans chauffage, avec une cuisinière hors service et un évier constamment bouché par des feuilles de thé et des mégots de cigarettes. L'odeur était si forte que les voisins disaient qu'elle ressemblait à celle de chats morts. Pourtant, cette petite pièce devint le QG du groupe. Ils répétaient avec leur guitare sur les genoux, car le plafond était trop bas pour se tenir debout. Les amplis étaient si puissants que de la poussière tombait du plafond. Mick plaisantait en disant que le papier peint vibrait au rythme de la batterie de Charlie Watts. C'est là qu'ils choisirent leur première chanson, décidèrent de se produire au Marquee Club et débattirent même de l'opportunité d'ajouter le sol manquant à Roland. Le passage de Jagger à la LSE fut de courte durée. Dès 1963, il séchait les cours et recevait des lettres d'avertissement. Ses professeurs le disaient ponctuel mais blasé. Il avait fait le bon pari. Le nom qui les définissait est apparu de nulle part. Quand on a demandé à Brian Jones au téléphone comment s'appelait leur groupe, il a jeté un coup d'œil rapide à un disque à proximité et a répondu « The Rolling Stones ». C'était le titre d'une chanson de Muddy Waters, sans le G, comme dans l'orthographe originale. Ça sonnait brut, comme la musique qu'ils adoraient. Ce surnom leur est resté. La presse britannique a commencé à les appeler les anti-Bélès. Les adolescents les adoraient, les parents, beaucoup moins. Mais c'était différent, c'était audacieux. Même Bob Dylan et un magazine utiliseraient plus tard cette même expression. Mais les Stones l'ont fait en premier. Leur premier concert était sauvage et brut. Leur premier spectacle au Marquee Club ne leur a rapporté que 20 $. Puis vinrent Lilling Jazz Club et le Crawdaddy Club, où des bagarres éclataient et où la sueur ruisselait du plafond. Ils étaient payés en boissons et en nourriture bon marché. La police était souvent appelée à cause du bruit. Mais ces soirées les ont forgés. Quand leur manager a commencé à les qualifier de groupe le plus dangereux du monde, ils étaient déjà devenus une force brute et électrisante, Indomitable. Leur premier single était une reprise de « Come On » de Chuck Berry. Il n'a guère percé dans les charts, mais ils ont persévéré. Ils ont repris un titre mineur des Beatles, puis se sont hissés à la 13 et place des charts. Leur véritable heure de gloire est arrivée avec « It's All Over Now ». Vendu à 300 exemplaires en un mois et numéro 1 des ventes. Puis vint Little Red Rooster, un morceau de blues pur qui a stupéfié tout le monde en se classant numéro 1 des ventes au Royaume-Uni. Tous ces titres ont été enregistrés en direct, avec très peu de retouches, comme ils jouaient dans les clubs. C'était la preuve que la musique qu'ils aimaient pouvait conquérir le monde. Il était environ 3 heures du matin. C'est alors que Keith Richards s'est soudainement réveillé dans un motel de Floride. Il a à peine ouvert les yeux, a attrapé son petit magnétophone et y a marmonné un court riff de guitare. Puis il se rendormit aussitôt. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Mais cet enregistrement à moitié endormi allait devenir le point de départ d'une chanson qui allait bouleverser le monde de la musique. Elle s'appelait « I Can't Get No Satisfaction ». À sa sortie aux États-Unis le 6 juin 1965. La chanson n'a connu un succès fulgurant. Elle est passée de la 67e à la première place en un peu plus d'un mois et y est restée 4 semaines consécutives. Mais elle n'a pas immédiatement fait l'unanimité. Certaines stations de radio étaient réticentes face aux paroles, qu'elles jugeaient trop suggestives. En Grande-Bretagne, la BBC a refusé de la diffuser, mais une radio pirate a bravé l'interdiction et l'a passée en boucle. En 3 mois, la chanson s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires aux États-Unis et a valu aux Stones leur premier disque d'or. Un magazine a même déclaré que le son était si brut qu'il effrayait les parents. La guitare saturée et le ton rageur étaient novateurs, puissants et audacieux. Et leur succès ne s'est pas démenti.
Aujourd'hui encore. Ce même morceau de 3 minutes est considéré comme la deuxième meilleure chanson de tous les temps, conservée à la Bibliothèque du Congrès et écoutée plus de 530 millions de fois en streaming, chiffre d'août 2025. Mais tout a basculé avec un titre, The Last Time, enregistré en janvier 1965. Il est sorti quelques semaines plus tard. Brian Jones y jouait un riff incisif et accrocheur, tandis que Charlie Watts assurait un rythme régulier et martial à la batterie. Au Royaume-Uni, la chanson a atteint la première place des charts en moins d'un mois. Aux États-Unis, elle s'est hissée à la 9e place. Un véritable exploit pour un groupe britannique qui composait ses propres morceaux à une époque où la Motown américaine et le folk rock dominaient les ondes. Contrairement aux Beatles, toujours souriants et en costumes assortis, les Rolling Stones ont opté pour une approche différente. Ils aspiraient à une image de durs à cuire, de dangereux et d'intouchables. Leur manager, Andrew Oldham, conseillait aux journalistes de bien surveiller leurs filles et veillait à ce que le groupe paraisse aussi négligé que possible sur les photos. Cette image est devenue réalité lorsque Jagger et Richards ont été condamnés à une amende pour avoir uriné sur le mur d'une station-service après s'être vus refuser l'accès aux toilettes. L'affaire a fait la une des journaux. Aux États-Unis, les affiches de leurs concerts ressemblaient à des panneaux d'avertissement. Ils arrivent, comme si le groupe était une invasion. Sur scène, Jagger se tortillait comme un serpent et se léchait les lèvres, ce qui fit dire aux journalistes qu'il était trop inconvenant pour la télévision. Mais les adolescents adoraient. Puis vint une chanson qui ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient fait auparavant. Le 13 mai 1966 sortait Painted Black. Le morceau s'ouvrait sur un étrange bourdonnement de sitar, un instrument Indian. Brian Jones s'en était procuré un après avoir entendu les Beatles en jouer. Mais ce son n'avait rien de paisible ni de doux. Il était rapide, sombre et sauvage. La chanson atteignit la première place des charts au Royaume-Uni et aux États-Unis. C'était la première fois qu'un sitar occupait la première place d'un titre rock. Les paroles, Apprentice de Gravité, semblaient presque désespérées, mais cette descente aux enfers n'était pas sans conséquences. En 1967, la police a perquisitionné la maison de campagne de Keith Richards après avoir appris que MC Jagger était sous l'emprise du LSD. En faisant irruption, ils ont trouvé Marianne Faithfull enveloppée dans un simple tapis de fourrure et quelques pilules dans une veste de velours. Il ne s'agissait même pas de médicaments sur ordonnance illégaux. Malgré cela, Jagger a été arrêté. Le procès a fait la une des journaux. On l'a qualifié de force corruptrice, de symbole de tous les maux de la jeunesse. Il a été condamné à 3 mois de prison. Richards a écopé d'1 an. Mais un phénomène étrange s'est produit. La résistance a commencé à se manifester. La presse, le public, même d'autres musiciens. Les condamnations furent annulées, mais Jagger n'oublia jamais l'odeur de l'eau de Javel en prison. Il disait qu'elle le hantait à chaque fois qu'il entendait une porte de cellule se fermer. À mesure que la célébrité grandissait, Brian Jones, le fondateur du groupe, s'effaçait. C'est lui qui avait donné son nom au groupe, joué de ces instruments étranges et insufflé de la magie à leur son. Mais en 1968, il était perdu. Drogue, arrestations, crises de panique. Le groupe le laissa partir discrètement. Il fit ses adieux avec douceur, expliquant qu'il ne partageait plus les mêmes idées que les autres. Moins d'1 mois plus tard, on le retrouva mort dans sa piscine. Le rapport officiel conclut à une mort accidentelle, mais les rumeurs de meurtre et de complot se répandirent rapidement. Lors de son concert hommage, Jagger récita un poème tandis que des papillons étaient lâchés dans le ciel. Plus tard, en coulisses, il s'effondra et murmura que le fantôme de Jones les hanterait à jamais. Des années plus tard, en revoyant les images, Jagger murmura qu'il ne savait pas s'ils pourraient un jour reprendre leurs activités. Les Hells Angels n'en avaient pas fini. Se sentant trahi après à la monte, ils voulaient se venger. L'un d'eux attendit 8 heures devant un hôtel, un pistolet muni d'un silencieux à la main, mais ne parvint jamais à tirer. Une autre fois, 5 motards à bord d'un canot pneumatique tentèrent d'introduire clandestinement des explosifs dans la maison de plage de Jagger. Une tempête fit chavirer leur embarcation et ils échouèrent. Jagger n'en a jamais rien su, mais ses frais de sécurité ont grimpé à des dizaines de milliers de dollars. Il voyageait avec des gardes du corps et sous de fausses identités. Il n'était plus seulement un chanteur, il était devenu une cible, et la presse ne cessait de rôder autour de lui. Le jour de l'an 1967, un journal britannique publia un article rocambolesque sur Jagger se droguant dans une boîte de nuit. Mais il s'était trompé de personne. Il s'agissait de Brian Jones. Malgré cela, ils utilisèrent le nom de Jagger.
Furieux, il les poursuivit en justice en direct à la télévision. Le journal tenta de se venger en informant la police de la soirée de Redlands. Toute cette affaire se termina par un accord à l'amiable, mais elle servit de leçon à Jagger. Dès lors, il commença à alimenter la presse en informations, juste assez pour garder le contrôle. Il transforma leur venin en pouvoir. Au début des années 70, Jagger atteignit l'apogée de sa créativité. L'album Sticky Fingers sortit en 1971 avec une pochette conçue par Andy Warhol. Une véritable fermeture éclair traversait la pochette du disque. L'effet était réussi, mais la fermeture éclair raya le vinyle, obligeant la maison de disques à interrompre les livraisons et à réparer chaque exemplaire. Pourtant, l'album s'est vendu à 3 millions d'exemplaires en un an. Aujourd'hui encore, ses pressages originaux se vendent à prix d'or. Mais il n'y avait pas que la pochette. La musique avait mûri. Elle était à la fois dangereuse et aboutie. Puis vint l'exil pour Main Saint. Le groupe a fui la Grande-Bretagne pour échapper à une fiscalité exorbitante et s'est retrouvé dans une villa française avec des magnétophones défectueux, l'air marin et une consommation excessive de drogue. Les sessions ont duré toute la nuit. Bill Wyman était à peine présent. Keith Richards était à peine conscient. Et pourtant, ils ont réussi à créer un double album désormais considéré comme l'un des plus grands de tous les temps. Le son n'était pas lisse. Il sonnait authentique, brut, mystérieux et inoubliable. Une grande partie de ce son venait de Mick Taylor. Il n'avait que 20 ans lorsqu'il a rejoint le groupe, mais il a tout changé. Ses solos avaient une âme. Il jouait avec une telle fougue qu'il poussait tous les autres à se surpasser. Sur un morceau, il a enregistré toute la fin en une seule prise. Quand il a eu fini, personne n'a dit un mot. Puis Keith Richards a simplement déclaré « Eh bien, voilà le disque ». L'influence de Taylor les a ensuite portés à travers 4 albums légendaires. Lorsqu'il a quitté le groupe en 1974, Jagger a admis que le groupe devait rattraper le niveau atteint par Taylor. Et puis, en 1975, les Stones ont vu les choses en grand. Leur tournée américaine n'était pas seulement bruyante, elle était gigantesque. Ils ont apporté 22 tonnes de matériel, une scène de la taille d'un terrain de football et des décors gonflables dignes d'un rêve fiévreux. Jagger dévalait une passerelle en courant, changeait de costume une demi-douzaine de fois et donnait au spectacle des allures de film. Ils ont inventé la tournée des stades modernes. Et chaque concert géant qui a suivi, de YouTube à Beyoncé, s'est inspiré de ce que les Stones ont créé. Pour la plupart des gens, la célébrité rime avec Cameras. Lorsque son compagnon de longue date, Jerry Hall, l'a supplié de suivre une thérapie, il a accepté. Mais après seulement 3 séances, il couchait déjà avec la thérapeute. Paul a fini par le qualifier d'accro au sexe aux possibilités illimitées. Avant Jerry, il y avait eu Marsha Hunt. Mick l'a rencontrée à Londres en 1969. Elle était magnifique, intelligente et encore mariée. Il a écrit Brown Sugar à son sujet. Mais lorsqu'elle est tombée enceinte, tout a basculé. Il lui a proposé de l'argent pour avorter. Elle a refusé. Il a à peine reconnu l'existence de l'enfant et n'a même pas signé l'acte de naissance. Elle a dû l'attaquer en justice. Cela a pris des années, mais finalement le juge a statué que Mick était le père. Des années plus tard, cette même fille s'est occupée de lui après une opération. Étrange comme la vie est parfois surprenante. Puis est arrivée Bianca. Ils se sont rencontrés à Paris et quelques mois plus tard, elle était enceinte. Le mariage, organisé dans la précipitation. Seulement 27 heures de préavis. La mariée ne portait rien sous sa veste blanche. Des appareils photo partout. Du champagne à profusion. On disait que c'était le jour où le rock rencontrait la royauté. Mais Bianca ne se tut pas. Après des années d'infidélité et de chagrin, elle le quitta, dénonçant sa cruauté et son adultère. C'est alors que Jerry Hall revint. Mais les choses ne furent pas simples. Elle était en couple avec Brian Ferry lorsqu'elle rencontra Mick. Un dîner à New York et le coup de foudre fut immédiat. Les tabloïds s'en donnèrent à cœur joie. Un soir, Ferry fit même irruption dans un concert et dut être exfiltré par la sécurité. Jerry resta avec Mick pendant plus de 20 ans. Ils eurent 4 enfants. Et pourtant, tout s'effondra à cause d'une femme nommée Luciana. Luciana était animatrice de télévision au Brésil. Elle a rencontré Mick en coulisses et est tombée enceinte. Quand Jerry l'a appris, elle a immédiatement porté l'affaire devant les tribunaux. Le problème? Leur somptueuse cérémonie de mariage à Bali, des années auparavant, n'avait aucune valeur légale. Aucun papier, aucune licence, rien. C'était purement symbolique. Ce détail a permis à Mick d'éviter une pension alimentaire exorbitante. Malgré tout, Jerry est reparti avec environ 12 millions de dollars et la garde des enfants. Le petit garçon, né au Brésil et prénommé Luca, a grandi à New York, entre deux mondes.
Mick a dû verser 35,0 $ par mois de pension alimentaire et constituer un fonds fiduciaire de 10 millions de dollars. Le garçon a grandi, s'est fait un nom et compte aujourd'hui des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Un enfant du rock et d'Instagram des temps modernes. Malgré tout cela, l'amour l'a retrouvé. 2 ans plus tard, Mick est devenu père une nouvelle fois, cette fois avec la danseuse étoile Melanie Hemrick. Elle avait 29 ans, lui 73. Ils s'étaient rencontrés en coulisses après un spectacle à Tokyo. Leur fils Dero est né en 2016. Son deuxième prénom signifie 8e, marquant sa place dans la longue liste des enfants de Mick. Leur relation en a surpris plus d'un, mais Melanie leur a apporté une certaine sérénité. Ils vivent entre Tuscany et Moustique. Elle crée des chorégraphies tandis qu'il lui fait part de ses impressions autour d'un petit déjeuner. Lors des concerts, leur fils danse devant la scène pendant que Mick chante. Un retournement de situation inattendu pour un homme autrefois au cœur de scandale. Mais en coulisses, une autre tempête avait failli tout faire basculer. La querelle avec Keith Richards. De 1984 à 1986, ils se sont à peine adressé la parole. Mick aspirait à une carrière solo. Keith pensait quitter le groupe. Les mots durs fusaient. Des chansons étaient écrites comme des insultes. Ils s'évitaient même en studio. À un moment donné, on a cru que les Stones allaient se séparer. Keith a menacé de partir en tournée sans Mick. Mais une réunion de dernière minute les a réunis. Résultat, un retour triomphal. L'album Steel Wheels est sorti en 1989. Ce fut un succès. Leur tournée est entrée dans l'histoire. Le groupe a rapporté des millions. Il a fait taire toutes les critiques qui annonçaient leur départ. Mais celui qui n'est jamais revenu, c'était le bassiste Bill Wyman. En 1992, après 30 ans de carrière, il a quitté le groupe discrètement. Pas de conférence de presse, juste un dîner avec les autres membres. Il a renoncé à des millions. Plus tard, il a déclaré que l'argent n'avait pas d'importance. Il était simplement las de jouer toujours les mêmes chansons. Malgré tout, les Stones ont persévéré. En 1994, ils ont sorti Voodoo Lounge. L'album s'est hissé en tête des ventes et leur a valu leur premier Grammy. Puis vint une tournée colossale, plus importante que tout ce qu'ils avaient fait auparavant. Elle rapporta des centaines de millions. Le groupe que tout le monde croyait trop vieux prouva qu'il pouvait encore régner sur scène. Et ils ne s'arrêtèrent pas là. En 2005, Mick et les Stones lancèrent une autre tournée gigantesque, encore plus spectaculaire. Elle battit tous les records. Ils jouèrent devant près de 5 millions de fans. Ils engrangèrent plus d'1 demi-milliard de dollars. Ils se produisirent même au Super Bowl. Rien, ni l'âge, ni les querelles, ni la tragédie ne put les ralentir. Mick Jagger a 82 ans. Mais si vous pensez qu'il bouge comme un vieillard, détrompez-vous. La plupart des gens de son âge ralentissent. Louis, il accélère. Ses entraînements pourraient intimider des athlètes olympiques. Chaque semaine, 5 ou 6 jours, il s'entraîne pendant 3 heures d'affilée. Il commence sa journée par une course de 13 km avant même que la plupart des gens ne soient réveillés. Dans une vidéo de mai 2025, on le voit répéter des pas de danse à 120 battements par minute. 20 minutes d'affilée, sans boire, sans s'arrêter. Même quand il ne danse pas, il est toujours en mouvement. Son camarade de groupe plaisante en disant qu'il passe plus de temps à faire des automassages qu'à s'asseoir. Ce n'est pas une blague. C'est tout simplement Mick. Il a le même tour de taille de 71 cm depuis 1969. Et lorsque les médecins ont examiné ses os l'an dernier, ils ont déclaré qu'il ressemblait davantage à un quadragénaire en bonne santé qu'à un octogénaire. Le plus étonnant, c'est qu'il ne se contente pas de s'entraîner comme une machine. Son alimentation l'est tout autant. Past fast food, pas de malbouffe. Ses repas suivent un régime strict appelé Mediterranean. Le petit déjeuner est un smoothie aux épinards, au ginseng et à un filet d'huile de foie de morue, mixé à 7h30 précises. Le déjeuner se compose de glucides complexes, comme la patate douce ou le quinoa, accompagné d'un petit morceau de poisson ou de poulet. Viande rouge 2 fois par mois maximum. Peut-être un petit steak après une répétition importante. Après 18 heures, pas de sucre, absolument pas. Même pas une collation. Il dit que le sucre tard le soir perturbe son sommeil. Même son eau est soumise à des règles strictes. Elle doit respecter les normes des aliments pour bébés en matière de minéraux et de pesticides. Et chaque jour, il mange un demi-avocat entier, sans le couper. L'oxydation est son ennemi. Il s'abstient d'alcool la plupart des semaines, mais s'accorde parfois une Guinness. Cet équilibre, selon ses médecins, explique pourquoi son taux de cholestérol et sa santé cardiaque sont meilleurs que ceux de la plupart des trentenaires. On pourrait croire qu'avec tous ses efforts, il aurait eu recours à la chirurgie esthétique. Koneni,
Il a juré de ne plus jamais y toucher après une petite intervention ratée en 2006. Une partie de son visage a été anesthésiée et c'en était fini. Plus jamais. Sa fille l'a si bien résumé, ses rides sont le reflet de sa vie. Désormais, il utilise une protection solaire indice 50, des crèmes de luxe et des saunas infrarouges pour préserver sa jeunesse. Il y a aussi un aspect pratique. S'il subit une opération et ne peut pas se produire sur scène dans les 48 heures, son assurance le pénalise. Le risque est tout simplement trop grand. Ses fans semblent adorer son authenticité. D'ailleurs, lors d'un sondage en 2024, il a été élu rockstar vieillissante la plus digne de confiance. Même ses rides profondes lui servent de mise en valeur par l'éclairage scénique. Les metteurs en scène disent qu'elle capte la lumière comme un maquillage intégré. Il s'est même remis d'une opération à cœur ouvert comme si de rien n'était. Le dernier examen a révélé que son cœur battait comme celui d'une personne bien plus jeune. Son 82e anniversaire était tout sauf une fête discrète. Il a fait irruption dans la pièce, coiffé d'oreilles de lapin rose et vêtu d'un t-shirt couleur pierre. Puis, il s'est mis à ramper par terre en jouant aux petites voitures avec son plus jeune fils. Il a fait des allers-retours dans les escaliers en distribuant des gâteaux et en chantant à tue-tête. Internet s'est enflammé lorsque sa fiancée a publié des photos. Les commentaires ont explosé. On pouvait voir ses abdos. Ses bras étaient toujours aussi musclés. Son sourire était exactement le même que dans les années 60. Keith Richards a vu la photo et a laissé un commentaire « Vive la chasse au lapin ». Ce moment n'était pas seulement mignon. Il montrait qu'il n'était pas seulement vivant, mais qu'il était en pleine forme. Certains disent que c'est génétique. Louis, il dit que c'est comme un ballet. Un ballet quotidien, lors de son jogging matinal qu'il n'a pas manqué depuis 1978. Même Hollywood n'a pas pu lui résister. Aux Oscars de mars 2025, Sting devait remettre un prix, puis Dylan et lui se sont désistés. Alors, qui est apparu? MC Jagger. Il est monté sur scène comme s'il était chez lui, costume noir. Tom Ford, pochette rouge Carman, talons cubains qui le faisaient paraître encore plus grand. Le prompteur a fait défaut. Qu'importe. Il a improvisé une histoire drôle sur le fait d'écrire des chansons comme Voler des baisers. Puis, juste avant de la chute, il a fait un mouvement de hanche et Spielberg s'est levé d'un bond. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Questlove a tweeté. Mick a 81 ans, mais il en paraît 31. Une blague sur le fait qu'il soit plus jeune que Bob Dylan a fait rire aux éclats les fans. Les écoutes des chansons de Stone ont bondi de 67% sur Spotify pendant cette heure. Un moment d'improvisation et il a volé la vedette. Alors que l'on pensait que les Stones prenaient leur retraite, des photos ont fuité montrant Mick entrant en studio. Des paroles inédites à la main. 13 nouveaux titres. Paul McCartney joue de la basse sur l'un d'eux. Les sessions se prolongent tard dans la nuit. Mick enregistre Standing Up. Passe de café, seulement du thé à la menthe. Ils ont annulé une immense tournée européenne pour finaliser l'album. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de se surpasser. Il fait tout pour sortir l'album avant ses 83 ans, histoire de devancer les Beatles d'un album. Si l'album sort, ce sera son 25e album studio. Après 55 ans de carrière comme producteur reconnu, il n'a pas encore dit son dernier mot.